Adama Traoré. Je vous ai dit tantôt, on va en parler avec Jade. Bonjour Jade. Bonjour Céline. Rapidement, prenons déjà tout de suite celles et ceux qui vont nous écouter, nous regarder. C'est qu'on va entendre des bruits. Je pense que Montréal est en construction et en reconstruction, ça on le sait. Et donc, il y a des travaux tout autour de nous, malheureusement, qu'on ne peut pas arrêter. J'espère qu'on va y aller. Jade, ça a été en préparation une chronique difficile, disais-tu, avant qu'on entre en onde, comme on dit. Tout à fait. Ça a été une chronique difficile. Ça fait 3 jours que je la prépare. J'espère réussir à la faire dans un temps respectueux de la radio, dirons-nous. Mais c'est très difficile d'aborder un tel sujet en seulement 20 minutes. Je risque de déborder. Oui, non, j'ai rien dit. Non, le sujet est difficile, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Donc, allons-y. Allons-y. Alors, je tenais à ouvrir... Combien de pages? D'habitude, tu donnes des pages. Non, vas-y. Je tenais à ouvrir la chronique par une citation du livre Le combat Adama, qui est le livre qui est sorti en 2019, écrit notamment par Assa Traoré et Geoffroy de Lagasnerie, mais peut-être que je prononce mal son nom de famille. Alors la citation c'est « Le 19 juillet 2016, mon frère est mort sous le poids de 3 gendarmes et d'un système. » Le nom des gendarmes en question, c'est Romain Fontaine, Arnaud Gonzalez et Mathias Hurin. C'est important que je les nomme dès l'introduction. Adama Traoré est mort le 19 juillet 2016, le jour de son 24e anniversaire. Il a été victime d'une interpellation. Les 3 gendarmes dont je viens de citer les noms ont utilisé la technique du plaquage ventral, qui est une technique interdite dans beaucoup de pays d'Europe, notamment des pays limitrophes à la France et également beaucoup d'États aux États-Unis. Le plaquage ventral est donc une technique interdite du fait de sa dangerosité, mais permise en France. Les 3 gendarmes vont donc utiliser la technique du plaquage ventral et monter sur le jeune homme, avec non seulement tout leur poids, mais également le poids de leur uniforme, ce qui représente quasiment 250 kg. Adama Traoré va se plaindre de ne pas réussir à respirer au moment directement après le plaquage ventral. Il sera tout de même menotté, puis mis dans le véhicule de la police. Il faut savoir que à 200 mètres, même pas de l'endroit où il a été interpellé, donc là où il commence déjà à se plaindre de ne pas réussir à respirer, il y a un hôpital. Les gendarmes vont faire le choix délibéré de ne pas le conduire à l'hôpital, mais de le conduire au commissariat, donc au commissariat de Val d'Oise, où il ne recevra aucun soin, malgré les déclarations des gendarmes. On sait qu'il ne recevra aucun soin parce que quand le SAMU et les pompiers arrivent, ils le trouvent toujours menotté, allongé face contre terre. Il a piqué du nez apparemment à plusieurs reprises pendant sa détention. Il s'est uriné dessus. C'est le SAMU et les pompiers qui vont exiger qu'on enlève les menottes pour tenter de lui apporter des soins. Il sera déclaré mort à 19h05. Donc là, c'était très brièvement la présentation de ce qui s'est passé le 19 juillet, ce qui est en soi l'horreur qui, non pas se conclut, mais qui commence le combat de la famille Traoré. Assa le dit également dans le livre que je cite encore, c'est comme si ils avaient un manuel, un guide à disposition sur comment protéger les gendarmes, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape pour être sûr de victimiser les gendarmes et protéger donc le système. Et ils ne sont pas au courant à ce moment-là, la famille Traoré, mais le manuel est utilisé à pleine vapeur. Donc le processus commence, comme je dis, il est décédé à 19h05, à 20h. À 20h, son frère Samba apprend qu'il aurait eu un malaise à la gendarmerie. La famille appelle tous les hôpitaux, ne parviennent pas à trouver Adama. À 21h, la mère d'Adama arrive à la gendarmerie pour exiger de voir son fils, comprenant qu'il ne se trouve dans aucun hôpital. On lui répond « Madame, votre fils va très bien, il est tard, vous ne pouvez pas le voir ». Il faut savoir également, et c'est très important pour le reste de cette chronique, c'est que ça arrive dans une région d'Île-de-France, Beaumont-sur-Oise. Et surtout, cela arrive pas très loin de la ville, le quartier où habitent les Traoré, qui est Bougainval, qui est un quartier populaire en fait. Donc on parle d'un homme noir issu des quartiers populaires. C'est vraiment important de garder ça en tête pour comprendre toute la violence qui se déclenche, et notamment la violence de la part de la gendarmerie, des gendarmes. Donc c'est un quartier populaire où les Traoré vivent depuis plus de 30 ans, ils connaissent énormément de gens. Et donc la rumeur commence à se répandre qu'il s'est passé quelque chose autour de la gendarmerie. Les gens se mobilisent, arrivent autour de la gendarmerie pour avoir des informations. Finalement, ils apprendront la mort d'Adama à 23h15. C'est la mère et son frère Yacouba qui parviennent à rentrer dans la gendarmerie, qui apprennent donc le décès du jeune homme. Ils seront gazés et mis à la porte de la gendarmerie sous prétexte qu'ils auraient réagi un peu trop fortement à l'annonce de la mort du jeune homme. Et le combat Adama va débuter donc en ce 19 juillet.
comme je le dis encore une fois, qui était le jour de son anniversaire, il aurait eu 24 ans. La famille Adama et notamment Assa Traoré vont devenir un symbole de la lutte contre les violences policières, mais également un symbole contre l'acharnement d'un système, un acharnement qui est dédié, ciblé envers la famille pour les détruire. Et dans le livre, ce qu'ils appellent une machine à créer des non-lieux. Donc ils essayent de se soulever face à cette machine. Donc il y a plusieurs dimensions extrêmement importantes à comprendre, à prendre en compte en fait pour comprendre comment ce combat a pu devenir un tel symbole au niveau de la France et même au niveau de l'international. Tout d'abord, il faut comprendre tout le processus de déshumanisation qu'a subi Adama. En fait, c'est important de ne pas comprendre que la rencontre, ce jour-là, ce 19 juillet, entre Adama et les gendarmes, n'est pas un incident isolé ou une rencontre tragique qui se serait mal terminée. Comme je l'ai dit, Adama est un homme noir issu des quartiers populaires. Donc, lorsqu'il croise la police, les gendarmes, j'utilise parfois aussi le terme de police de manière synonyme, lorsqu'il les rencontre en ce 19 juillet, il prend la fuite parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité sur lui et qu'il sait pertinemment qu'il est un homme noir et que, étant donné qu'il n'a pas sa pièce d'identité, il ne sera pas cru sur parole qu'il est français. Il faut savoir également que c'est un homme noir issu des quartiers populaires, donc les contrôles de la police, de la gendarmerie, notamment le contrôle pour les demandes de papiers d'identité, c'est un acharnement quotidien. C'est une habitude, une normalisation que subissent très vite les jeunes noirs et arabes, 14, 13, 12 ans, issus des quartiers populaires. Donc, là, on parle de mineurs. Là, on parle de mineurs qui, lorsqu'ils racontent le fait qu'ils subissent quotidiennement cette intrusion dans leur vie par la gendarmerie, ils le racontent comme si c'était quelque chose de banal. Donc, ils le prennent en compte, par exemple, si ça va prendre du temps avant d'aller à l'école, ils le prennent en compte pour ne pas arriver en retard à l'école, alors que cet événement n'est jamais banal. En fait, il faut vraiment comprendre qu'un contrôle de la part de la gendarmerie, au-delà du fait que c'est extrêmement violent de se faire sortir comme ça par la gendarmerie, de se faire questionner sur son droit à être dans l'espace public, et selon beaucoup de témoignages qu'on reçoit constamment, est toujours suivi par un comportement, ça va du tutoiement, la tape, la bousculade, donc l'humiliation quotidienne, l'intrusion avec le palpage du corps, le fait de devoir justifier qu'on puisse être dans cet espace-là, les remarques, les petites blagues. Donc c'est de l'humiliation en fait qu'on habitue ces jeunes hommes, ces jeunes enfants très très tôt. C'est vraiment... Là aussi, c'est issu du livre, c'est l'État qui dit « j'ai un accès à ton corps, j'ai le droit de questionner ta présence et j'ai le droit de le faire avec toute l'humiliation et le racisme que sous-entend une telle pratique ». Il faut également rappeler que cette demande de devoir avoir une pièce d'identité sur soi, une pièce d'identité qui prouve que ces individus sont français, c'est les pièces... Je rappelle l'histoire de la pièce d'identité, du passeport notamment, ça a été créé pendant l'esclavage, c'était les papiers qu'on donnait aux esclaves lorsqu'ils sortaient du domaine de leur maître pour se rendre à d'autres endroits. Ils devaient avoir un papier pour prouver à qui ils appartenaient. Et s'ils n'avaient pas ce papier-là, on avait le droit de les capturer, les tuer, on avait le droit de les défigurer, etc. Donc, la racine même de la pièce d'identité et de cette idée de constamment questionner les corps racisés dans l'espace public doit se retrouver dans les racines de l'esclavage. Et donc, en 2016, on demande à Adama Traoré, en tant qu'homme noir, ce qu'il fait dans l'espace public français. Et si même il a le droit d'y être. Donc il prend la fuite par rapport à cette pièce d'identité, et je voulais remettre en contexte pourquoi il prend la fuite, parce que encore une fois c'est une habitude d'humiliation, c'est le jour de son anniversaire, il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité, il ne veut pas être emmené à la gendarmerie, il court. Il faut savoir également que, deuxième dimension extrêmement importante pour comprendre en fait toute la violence de tout ce processus, c'est que la France n'a aucune statistique officielle du nombre de morts par la police. Cela dit, on estime qu'il y en a environ 1 par mois, sachant que c'est sous-évalué, et qu'on pourrait, entre guillemets, catégoriser entre deux morts, c'est-à-dire la mort directe, la police qui tire notamment, ou qui étouffe, etc., ou la mort indirecte, donc c'est par exemple lorsque la police fait une chasse à l'homme et que dans l'optique de fuir, on finit par se mettre en danger, et donc ça cause la mort de l'individu. On pense bien sûr à Zaïd et Bouna en 2005, les deux enfants qui sont entrés dans une machine génératrice d'EDF, et où les gendarmes n'ont rien trouvé de mieux à dire que je ne donne pas cher de leur peau, mais n'ont pas appelé de l'aide pour autant. Plus récemment, Curtis, 17 ans en 2017, qui a percuté un bus, Clayton, 15 ans l'année dernière, qui est décédé en scooter et qui a été pris en chasse parce qu'il n'avait pas un casque. Faut savoir que... Ils sont en train de fuir la police. Ils sont en train de fuir la police, mais il faut savoir qu'il y a aussi une question à pourquoi, lorsque ces jeunes enfants, ces jeunes ados se mettent à courir, la police, sachant les risques qu'ils les font prendre, décide de les
de faire une chasse à l'homme, ouais. sachant que par exemple dans le cas du scooter de Clayton, vous ne pouvez pas arrêter ou emmener un ado en gendarmerie parce qu'il n'avait pas son casque. Donc ça veut dire qu'il y a la police décide de faire des chasses à l'homme pour des infractions qui sont considérées comme mineures. Et donc de provoquer la mise en danger des individus. Donc, faut vraiment comprendre que ce qui se passe le 19 juillet, ce n'est pas tant un incident isolé ou une rencontre tragique, que c'est littéralement une exécution en fait. Ces jeunes sont mis à mort, le mot est fort, mais ces jeunes sont mis à mort par l'institution. Donc ce sont des institutions qui sont supposées les représenter, les protéger, mais qui en fait, les institutions deviennent des outils de persécution. Donc l'institution scolaire, l'institution de la police, l'institution de la santé. Donc ce sont des institutions qui pour ces jeunes finissent par représenter en soi la persécution, la violence, qu'ils fuient. Donc il y a vraiment une fuite des institutions. Et ce qui se passe lorsque ces institutions les rattrapent, c'est qu'il y a une exécution. Finalement, une exécution de la mise à mort qui a été mise en place dès leur naissance parce que ce sont des jeunes noirs, arabes, racisés, issus des quartiers populaires. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Également, il faut comprendre qu'on parle du combat. Donc, je parlais notamment de la déshumanisation d'Adama qui subit. Donc, le fait que son corps n'est pas considéré comme un corps qu'on doit respecter. Donc, on peut monter, lui faire subir 250 kilos et qui est ne serait-ce que l'apanage finalement de toutes les humiliations et mauvais traitements subis depuis des années. Mais il y a également le combat de la famille. Donc, c'est un combat qui commence dès le 19 juillet déjà pour apprendre que Adama est décédé. Il faut savoir que la première autopsie va déclarer que Adama est mort d'une défaillance cardiaque et sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, sachant que, en fait, cette défaillance cardiaque aurait provoqué le fait qu'il soit mort d'avoir couru 400 mètres en 18 minutes. Ce qui est 400 mètres en 18 minutes, c'est ridiculement lent. Et la famille va dire non, il ne buvait pas, il ne prenait pas de drogue et c'était quelqu'un de très athlétique. Donc c'est du n'importe quoi ce que vous racontez, on veut une deuxième autopsie. Donc c'est vraiment le procureur a menti en fait par rapport à cette autopsie. La famille exige une deuxième autopsie et ça c'est pour commencer à vous montrer l'acharnement en fait, pas seulement policier mais l'acharnement judiciaire et politique qui va se déclencher d'une violence inouïe envers la famille Traoré. C'est que dès le lendemain en fait, lorsqu'ils sont reçus, pas à la mairie mais lorsqu'ils sont reçus en fait par les représentants étatiques, on va tenter de leur rendre le corps en disant bon vous êtes une famille musulmane, on sait que vous devez l'enterrer sous 3 jours. On a déjà pris, ils ont déjà pris ils ont pris l'initiative, on a pris l'initiative de contacter Air France pour pouvoir rapatrier le corps au Mali, donc récupérer. En fait, il faut savoir que si vous récupérez le corps, vous n'avez plus le droit de demander une deuxième autopsie. Et ce sont des militants qui connaissent en fait la famille Traoré qui les préviennent de ne surtout pas récupérer le corps, sinon ils ne pourront pas avoir une deuxième autopsie. Exactement. Donc à ce moment-là, Assad dit on n'est même pas au courant, mais en fait, eux, ils sont en train d'utiliser ce manuel et nous, on est en train de créer un contre-manuel. Donc un guide pour les victimes de cette violence-là. Donc il demande une deuxième autopsie. La deuxième autopsie prouve qu'il n'y avait non seulement aucune trace de drogue ou d'alcool dans son sang, mais qu'en fait, il est mort d'une asphyxie. Donc le procureur est muté. En gros, il est désavoué, hein, et ils arrivent à retirer l'affaire de Pontoise, à l'envoyer sur Paris, mais ce n'est que le début en fait de l'acharnement. En fait, la chronique a été extrêmement longue à préparer parce que la somme d'acharnement, de violence et d'outils que l'institution va utiliser contre la famille est tellement longue que je pourrais même pas toutes vous les présenter, mais en gros, notamment, on a la mère de Beaumont-sur-Oise. Donc je le rappelle, Beaumont-sur-Oise, la famille Traoré, il vit depuis 30 ans, qui non seulement ne va jamais prendre le temps de les recevoir ou de leur envoyer des mots ou quoi que ce soit, mais qui va en gros soutenir finalement le travail de la gendarmerie. Donc Assa va en faire un témoignage, notamment Assa Traoré, qui va devenir le symbole de la lutte. C'est la grande sœur de Adama, va témoigner du fait que la mairie a pris le côté de la gendarmerie officiellement. Puis Nathalie Groux, qui est la mère, va apparemment ne pas apprécier être critiquée par, je rappelle, une jeune femme qui vient de perdre son frère pour la violence de la gendarmerie, donc pour rien. Et donc, elle va vouloir porter plainte pour diffamation envers Assa Traoré. Et non seulement elle va vouloir porter plainte pour diffamation, mais elle va mettre à l'ordre du jour que la mairie de Beaumont-sur-Oise paye ses frais de justice pour pouvoir avoir le procès contre Assa Traoré. Donc, tout Beaumont-sur-Oise la famille et leur soutien, notamment du quartier, vont vouloir se rendre à la mairie pour manifester contre cette mise à l'ordre du jour. Lorsqu'ils débarquent autour de la mairie, c'est
la police, les gendarmes, les cordons, exactement. La mairie avait appelé tout leur soutien, donc du coup, tout était complet. On n'a pas voulu laisser entrer la famille Traoré. Donc, il va y avoir des altercations, bien sûr, parce que la tension monte. Ils viennent de perdre leur frère et on a cet acharnement de la part de la mairie. Et ce qui va être fait, c'est qu'il va y avoir un véritable salissage médiatique autour déjà d'Adama qui a commencé dès son décès, mais autour de la famille également. On a le Parisien, alors à un moment donné, Bagui, hein. Oui, Bagui, le frère de Adama, avait réussi à mettre le pied pour bloquer la porte de la gendarmerie pour pouvoir entrer et demander des explications. J'avais oublié d'en parler. Puis dans le Parisien, le journal, en fait, ils vont dire que Bagui a essayé d'attaquer la gendarmerie en conduisant un bus. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer l'énormité de la situation. Mais donc, en gros, ce qui va se passer autour de la mairie va être utilisé par la suite. Donc, ils vont réussir à faire sauter la tentative de Nathalie Groux de faire payer ses frais par la mairie. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, il va y avoir des altercations avec les gendarmes qui vont porter plainte contre X. Au départ, ils portent plainte contre X, les gendarmes, pour la maltraitance qu'ils auraient vécue à ce moment-là. Puis petit à petit, en fait, ça devient une plainte qui va cibler les frères Traoré, notamment Bagui et Yacouba. Mais il faut savoir que sur les 5 frères, il y en a 4 qui ont été criminalisés, 2 qui ont fait de la prison, donc un 8 mois et l'autre 6 mois. Bagui attend en fait son procès parce qu'on a une pétition signée par 60 gendarmes comme quoi il aurait fait une tentative d'assassinat de 60 gendarmes, d'accord? Donc ça, c'est pour vous donner une idée. On est toujours dans le pied qu'il a mis à travers la porte. Non, on est dans... Là, c'est l'altercation autour de la mairie. On a Bernard Cazeneuve qui va se rendre en fait à Beaumont-sur-Oise pour soutenir le ministre de l'Intérieur qui sa première en fait son premier déplacement après avoir été nommé ministre de l'Intérieur, c'est de se rendre à Beaumont-sur-Oise pour apporter son soutien à Nathalie Groux, ouvertement encore une fois. Donc tout ça en fait c'est pour vous donner les exemples de l'acharnement. Ça se passe donc médiatiquement, politiquement, au niveau de l'acharnement judiciaire. Toutes les tentatives de la famille pour obtenir de la vérité sont bloquées. Donc, par exemple, on va, à plusieurs reprises, on va leur refuser notamment d'avoir accès à l'enregistrement des gendarmes. C'est refusé. On va refuser la récusation des magistrats. On va tout d'abord accepter la reconstitution, puis c'est annulé. Et il faut également comprendre que, et ça c'est dans toute la violence du système, la famille Traoré, actuellement, depuis 3 ans, tout sort de leur poche. Parce que toutes les demandes au niveau judiciaire, vous devez payer. Lorsqu'on vous accuse de diffamation pour pouvoir vous défendre, vous devez payer. Donc, on est en train d'essayer de les assécher financièrement. Alors que, en ce qui concerne les gendarmes, pour lesquels il n'y a encore eu aucune comparaison depuis 2016, l'État paye. En fait, l'État paye tous les frais de justice engrangés pour que les flics puissent se défendre. Donc, l'État utilise les impôts de la famille Traoré pour pouvoir défendre le fait qu'ils aient tué son frère. Donc, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans qu'ils doivent se battre avec toute la lourdeur financière que cela représente. Cette semaine, comme une énième tentative comme un énième acharnement, en fait, Assa a été convoqué par la police parce que les 3 gendarmes ont porté plainte pour diffamation. Donc, il faut savoir que depuis 2016, les gendarmes n'ont jamais encore été inquiétés. Ils continuent de travailler, ils continuent d'avoir une famille, ils continuent tout va bien pour eux. La seule chose pour laquelle ils ont été convoqués, c'est en tant que témoins. C'est-à-dire qu'on leur a demandé en tant que témoins si Adama aurait pu recevoir de l'aide ou pas. Donc, on n'a même pas convoqué les gendarmes pour savoir ce qui s'est passé au moment de l'interpellation, malgré donc le fait qu'il y ait une deuxième autopsie, etc. Et apparemment en 2019, les gendarmes considèrent qu'ils ont le droit d'attaquer en diffamation Assa parce qu'elle a en fait dans 2 posts Facebook, et pas seulement 2 posts, mais en fait ce sont les 2 posts où elle parle à la première personne plutôt qu'au nom du comité. Elle les a cités en disant « je veux la justice, je veux la vérité par rapport à mon frère ». Et donc, elle est accusée de diffamation, sachant que si vous perdez le procès, il me semble qu'on peut aller jusqu'à 19 000 € d'amende et que pour pouvoir vous défendre, encore une fois, il faut payer. Petite anecdote, l'avocat des gendarmes, c'est l'avocat de Marine Le Pen.
histoire de rester dans la logique. Donc Assa Traoré ainsi que la famille Traoré sont vraiment devenus un symbole de la lutte, non seulement contre les violences policières, mais également contre tout un système d'acharnement et d'étouffement. Dans le livre, il parle vraiment de la manière dont en fait le fait qu'Adama soit mort asphyxié et en soi tout le symbole extrêmement violent de ce que subissent en fait les jeunes racisés, les populations racisées des quartiers populaires, c'est-à-dire l'asphyxie, l'étouffement jusqu'à ce que mort s'en suive, notamment l'étouffement par les systèmes. Et la police est en soi l'outil l'outil de la violence politique. Un outil qui est protégé, qui est légitimé, qui est utilisé à escient pour protéger la manière dont les pouvoirs politiques fonctionnent. Donc, il faut vraiment comprendre tout le cycle de violence en fait que représente la police. Autre chose également, les gendarmes. Autre chose également que je tenais à remettre en question. On avait parlé, pas à remettre en question, mais à mentionner. On avait fait une chronique sur peut-on remplacer la police? Peut-on penser à une manière de, je mettrai le lien, une manière de faire la justice différemment, notamment la justice réformatrice. Et je rappelle que beaucoup de gens s'imaginent que, en fait, la police, le fait qu'ils fassent constamment des contrôles, c'est une manière de prévenir, non seulement de prévenir le crime, mais de maintenir on va dire la bonne entente sociale, la cohésion sociale. Et en fait, depuis dans les années 70, il y a une étude qui a été faite sur 3 quartiers, où un quartier où on enlevait complètement la police, un deuxième où la police continuait comme affaire as usual, les affaires comme d'habitude, et un troisième où on rendait les choses beaucoup plus, on augmentait en fait les forces de police sur le 3e quartier pendant un certain laps de temps, et ils se sont rendus compte que dans les 3 quartiers, ça n'avait absolument aucun impact sur le taux de crime, sur le sentiment de sécurité, sur la manière dont la cohésion sociale se faisait. Donc l'étude démontrait qu'en fait la manière dont la police travaille, et notamment le fait de pouvoir arrêter n'importe qui dans la rue, représente non seulement une totale perte de temps en termes de, si on veut maintenir une certaine cohésion sociale, mais une violence envers la population qui n'a aucun résultat concret. Et quand on parle de violence, il faut vraiment comprendre qu'en fait, c'est pas tant la police qui empêche cette violence d'arriver parce qu'elle est là, c'est l'arrivée de la police qui déclenche la violence. Quand on parle de l'affaire Théo, par exemple, Théo, en 2017, qui était en bas de son immeuble avec des amis qui parlaient, on voit sur la caméra, c'est une scène comme une autre, tout se passe bien. C'est un autre jeune en France, puis les gendarmes arrivent, le déplacent à un endroit où il n'y a pas de caméra et vont le maltraiter au point de lui causer une déchirure à l'anus pour lesquels il devra vivre avec une poche jusqu'à le restant de sa vie. Et donc on comprend que la violence est arrivée parce que les gendarmes sont arrivés. Donc les gendarmes, de par leur présence, vont déclencher un cycle de violence qui, dans le cas par exemple d'Adama, va aller jusque non seulement la mort de la personne qui a été ciblée par la police, mais la violence qui continue et qui s'acharne sur la famille et la communauté d'Adama. J'ai parlé notamment de la famille, mais il faut aussi comprendre, parce qu'encore une fois, c'est important, l'enjeu racial et l'enjeu de classe. On parle de jeunes de quartiers populaires. Depuis ce qui est arrivé à Adama, il y a une véritable stigmatisation, mais surtout un acharnement de la gendarmerie, du système policier, une répression que subit le quartier d'Adama, et notamment Boyabal à Beaumont-sur-Oise, c'est-à-dire que même si par exemple ils font un pique-nique ou un événement pour rassembler les jeunes ou pour rassembler la communauté, ou où ils invitent parfois des artistes assez connus, la police débarque, les gendarmes débarquent, parfois certains arrivent avec la tenue complète, l'uniforme et des armes lourdes militaires, et ils débarquent et ils restent là à occuper le quartier. Donc à ça parle vraiment on est sous occupation, on est en guerre, et ils nous font la guerre, et il faut bien comprendre que ces gendarmes qui débarquent avec les armes lourdes le font devant nos enfants, devant les enfants, devant les familles, et donc c'est la violence quotidienne qu'ils représentent et qui s'acharne sur notre quartier. Donc ça touche pas seulement la famille en fait, et ça touche pas seulement la communauté, ça touche toute la vie de quartier, oui, la communauté de quartier qui continue de subir cet acharnement, notamment et pas seulement depuis la mort de Adama. Donc, je vais conclure avec, je vous mettrai tous les liens par rapport au comité Adama, par rapport à Assa Traoré, qui a fait énormément de travail. C'est devenu en fait sa vie, ce combat-là. Je vous mettrai toutes les ressources pour pouvoir lire beaucoup plus, parce que comme je vous ai dit, en 20 minutes, c'est impossible de faire la liste de toutes les violences qu'ont subi cette famille, notamment. Je mettrai en lien les cagnottes pour pouvoir soutenir la famille Adama. Vous avez les livres également. Vous avez la lettre à Adama qu'Assa Traoré a écrit en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et celui-ci date de 2017.
2019, que je vous recommande également d'acheter, ça permet de soutenir. Faut savoir également que c'est très important, c'est que non seulement c'est devenu un symbole contre les violences policières et un symbole contre l'acharnement du système, c'est aussi devenu une lutte qui travaille à l'alliance en fait d'autres luttes, notamment les luttes contre la précarité. Le comité Adama est un des rares comités à avoir fait un appel pour marcher avec les gilets jaunes, notamment parce qu'ils montraient aussi la racisation des ouvriers-ouvrières, mais aussi également parce que pendant les gilets jaunes, la France blanche de moyenne classe, je ne dirais pas haute classe, moyenne classe, a découvert ou a été victime pour la première fois des violences policières. Et puis le comité Adama a pu dire ce que vous avez subi pendant les marches avec les gilets jaunes, c'est ce qu'on subit depuis 40 ans dans nos quartiers, parce que les gendarmes, la police, ils s'entraînent sur nous. On est leur terrain de jeu, on est leur mannequin de défoulement, puis après, dans le centre-ville, vous découvrez cette violence, mais nous, ça fait 40 ans qu'on la vit. D'ailleurs, Assad dit bien, je ne parle pas de convergence de lutte parce que je ne veux pas que on ait cette idée que notre lutte doit converger vers le centre. Ça doit être une alliance, c'est-à-dire que nous, on peut venir marcher au centre, mais le centre doit venir marcher dans les quartiers. C'est une lutte qui a commencé en fait finalement, je vais conclure là-dessus, c'est une lutte qui a commencé au niveau local, mais qui est devenue globale, qui est devenue un symbole qui dépasse seulement la famille Traoré. Mais il ne faudrait pas non plus en oublier que c'est une lutte qui continue depuis 3 ans, donc ne pas en faire seulement un symbole. Parce que l'acharnement du système français, c'est-à-dire le système judiciaire, le système pénitentiaire, le système politique, le système de la répression policière, etc., s'acharne contre cette famille-là dans des cas bien concrets. Donc, ça reste un combat extrêmement pragmatique et concret pour obtenir la vérité sur ce qui s'est passé par rapport à Adama, mais aussi pour changer tout un système qui est un système de protection de la gendarmerie et une machine à produire des non-lieux. Merci beaucoup, Jade. Je rappelle que par rapport à cette plainte déposée par les policiers, il s'avère que Assad Traoré a été mise en examen. Oui, mise en examen. Voilà, aujourd'hui, l'annonce est tombée aujourd'hui. Ça a été paru là juste ce matin pour nous ici à Montréal, mise en examen, ce qui est un peu comme le monde à l'envers. Et puis pour rester dans ce que tu disais, alliance des luttes pour les Montréalais qui peut-être peut avoir l'impression que c'est quelque chose de lointain, tu l'as dit, c'est global. Elle était ici en 2007 pour le Woodstock à Montréal-Nord et où justement elle a sensibilisé aussi les gens sur le même type de comportement. Là, je parle plus de comportement, la police. Sachant qu'ici aussi, le problème du profilage racial est permanent, notamment avec le SPFM dans Montréal-Nord. Il y a énormément de poursuites, de plaintes. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Jade. Ça s'est vu, hein, beaucoup d'émotions aussi, je pense, dans la façon dont tu as parlé de cette affaire-là, parce que ça s'est vu d'une manière ou d'une autre que ça prend au trip. On se voit la semaine prochaine, Jade, et puis je te dis bonne semaine. Merci.